Et bonjour, bienvenue dans ce Morning Data. Nous sommes ravis de vous accueillir avec Margarita pour vous présenter les cas d'usage cookieless et consentless. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin de si bonne heure pour parler du contextuel et des cas d'usage cookieless et consentless. Et je vais commencer très rapidement par notre solution Golden Fish pour ceux qui ne la connaissent pas, juste pour faire l'introduction dans le sujet avant de rentrer dans les cas d'usage, puisque tous ces cas ont été réalisés grâce à cette technologie totalement 100% cookieless et IDless qui permet justement de répondre à toutes les problématiques actuelles, que ce soit de consentless, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir obtenir le consentement des internautes ou d'avoir un refus et pouvoir adresser ces audiences-là, ou le fait de cookieless, c'est-à-dire de ne pas avoir un cookie pour une raison qui peut être une raison technique, un problème de synchronisation ou autre. Qu'est-ce que Golden Fish? Alors Golden Fish est une solution cookieless et IDless. C'est une solution de ciblage contextuel sémantique. Et comment elle fonctionne? Golden Fish identifie le contenu de plus de 200 millions de pages web. Donc le contenu texte en éliminant tout le bruit. Tout ce contenu est analysé par la suite par de l'intelligence artificielle sémantique grâce au traitement du langage naturel. Donc les algorithmes vont essayer de comprendre le texte comme un humain qui lirait ce texte-là, et à partir de là, de classifier les différentes pages dans des catégories qui vont nous donner la possibilité de travailler d'un côté avec des segments génériques, c'est-à-dire des segments qui sont déjà prêts et basés sur la taxonomie IAB, dans lesquels on va retrouver bien sûr les grosses catégories de classification comme auto, finance, banque, mode, beauté. Mais également aussi, il nous donne la capacité de créer des segments sur mesure à la volée, d'un nombre illimité sur n'importe quelle thématique. Golden Fish a plusieurs particularités. Donc la première, c'est effectivement le fait que c'est un ciblage contextuel sémantique. Donc on ne se base pas sur les mots-clés pour classifier les textes. Donc comme vous le savez, quand on se base sur les mots-clés, le fait qu'un mot soit fréquemment utilisé, par exemple le mot énergie est utilisé plus de X fois dans mon texte, suffit pour qu'on classifie ce texte-là dans la catégorie énergie. Mais on ne fait pas la différence entre le type d'énergie dont il est question dans le texte. Est-ce qu'on parle d'énergie au sens électricité ou est-ce qu'on parle d'énergie au sens physiologique humain du terme? Parce que moi, en hiver, j'ai besoin d'un boost d'énergie. Avec le ciblage contextuel sémantique, on va s'intéresser à la relation entre les mots. Comment les mots interagissent les uns aux autres et comment cette interaction crée du sens pour un humain. Et donc, effectivement, avec cette technologie, on va savoir qu'on parle non seulement d'énergie au sens électricité du terme, mais plus particulièrement de l'énergie durable. Et à partir de là, toute la puissance de Golden Fish va entrer en jeu, puisque Golden Fish a été un outil créé pour répondre aux deux grosses problématiques du ciblage contextuel, qui sont alliées du reach et de la précision. Grâce à un moteur de recommandation très puissant, Golden Fish va identifier dans un premier temps le sujet principal, disons l'énergie durable, mais il va aussi aller chercher tous les sujets qui sont annexes, proches, connexes de celui qu'on recherche. En gardant la même précision, il va regarder la sémantique qui gravite autour. Donc typiquement sur l'énergie durable, il va suggérer de l'énergie verte, de l'énergie responsable, de l'éolien, de la consommation responsable. Et donc ça va permettre justement de créer des segments qui sont suffisamment volumiques avec de la précision. La deuxième particularité de Golden Fish, c'est effectivement le fait de pouvoir travailler aussi sur des affinités, de savoir si un texte est plus ou moins affinitaire par rapport au contexte qui nous intéresse. Donc sur mon sujet de l'énergie durable, si le texte parle de l'énergie durable en particulier, c'est le seul sujet principal, on va avoir une très grande affinité et des notes élevées d'affinité de 3 et 4 probablement, qui sont les plus élevées. Si dans mon texte on parle de l'énergie au sens large du terme et on va avoir énergie fossile, du fuel, etc., plus l'énergie durable dedans, ce n'est pas le sujet principal, c'est un sujet parmi d'autres, donc on va avoir des notes d'affinité un peu moins importantes, probablement de 1 et 2. Ces notes d'affinité, en fait, nous donnent la capacité de travailler sur la totalité du tunnel de conversion. Donc les notes de 1 et 2 sont plus adaptées pour faire du branding, de la notoriété, de faire du temps passé sur site, donc tous les KPI qui vont se rattacher au branding. Et les notes de 3 à 4 vont nous permettre d'aller plus loin dans l'engagement
des personnes qui lisent les pages et de faire de la vente du lead de temps passé sur site. Donc la troisième particularité, de Golden Fish, pour que, les cas puissent être vraiment clairs pour vous, c'est, une capacité à faire de la band suitability par défaut. Donc en fait, la band safety est inclus dans la totalité des outils, donc tout le monde, sait faire. Ce qu'on a introduit avec Golden Fish, c'est aussi par défaut, une notion de band suitability. C'est-à-dire que le segment qui sort de Golden Fish est déjà propre pour une marque. Chaque marque a sur le ou chaque éditeur a sur le marché, un peu la blacklist des thématiques sur lesquelles il ne souhaite pas apparaître. Donc typiquement, je suis un opérateur de télécom, je ne souhaite pas apparaître dans des contextes qui parlent de 5G et maladie. Je suis fournisseur de gaz, je ne veux pas apparaître, sur des contextes qui parlent de mes concurrents ou qui parlent d'explosion au gaz, par exemple. Et donc quand on crée un segment dans Golden Fish, par défaut, on inclut ce côté-là, c'est-à-dire qu'on dit à l'outil: «Évite ces contextes-là» et le segment qui va en résulter est adapté et brand suitable pour la marque en question. Donc voilà rapidement sur l'outil et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et illustrer en fait justement les capacités de Golden Fish, sur différentes typologies de campagnes. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? Ou est-ce que c'est clair? Parfait. N'oubliez pas d'utiliser le chat ou la boîte à questions en cours de présentation. Cas d'usage numéro 1. Donc je vous propose de rentrer dans le premier cas d'usage, un cas finance avec Cofidis. Donc Cofidis, comme vous le savez, c'est un des leaders du domaine du prêt personnel et du crédit à la consommation, avec des enjeux assez importants, notamment dans la génération de performance, dans l'obtention des ROI, avec une réglementation très très stricte quant à l'utilisation des données personnelles. Cofidis est particulièrement attentif effectivement aux changements de marché, aux évolutions, aux nouvelles manières de pouvoir toucher ses consommateurs. Et ils ont été assez précurseurs dans le fait de chercher des alternatives aux cookies. Et nous avons commencé à travailler avec eux il y a à peu près 1 an et demi sur ces thématiques-là de cookieless, de disparition des third party cookies. Donc leur objectif avec ce test-là que je vais vous présenter était tout d'abord de s'assurer qu'on est en mesure de toucher les bonnes audiences au travers d'un ciblage cookieless, dans un environnement qui reste totalement respectueux à la vie privée et dans un objectif d'acquisition pure. Donc ce que nous avons fait, nous avons réalisé un A/B test entre 2 campagnes identiques. Alors dans leur setup, dans leur programmation, durée, budget, donc toutes choses égales par ailleurs. La seule différence vient des segments utilisés. La première campagne utilisait des segments cookies, la deuxième campagne des segments contextuels. Donc les 2 typologies de segments étant, également identiques dans la mesure du possible. Donc, ce que nous avons fait pour Cofidis, c'est effectivement, nous avons travaillé sur tout l'univers sémantique. Donc là, vous voyez un petit exemple sur l'univers sémantique du crédit en soi, mais nous avons travaillé bien sûr sur les besoins des consommateurs. Quelle est la raison pour laquelle ils vont rechercher un crédit à la consommation? Donc un prêt personnel, un crédit à la consommation, un crédit, électroménager, crédit travaux, achat automobile, donc toutes les raisons qui font qu'on va aller chercher ce type de crédit. Nous avons travaillé bien sûr sur la marque et ses concurrents, sur les différents produits, mais également aussi sur les moments de vie. Les moments de vie qui, induisent effectivement la recherche d'un crédit comme un mariage, une naissance, un déménagement et d'autres. Et donc au final, nous avons travaillé avec plus de 130 stratégies, d'achat en parallèle pour cette campagne-là, de manière à avoir le maximum de granularité et avoir la connaissance des segments qui fonctionnent et quelle typologie de segments fonctionne, sur quelle typologie de device, et quel type de format, publicitaire. Et donc les résultats ont été extrêmement intéressants. Donc premièrement, une des questions de Cofidis a été: «Est-ce qu'avec du cookieless, avec du contextuel, je vais être en mesure de toucher suffisamment d'utilisateurs pour faire de la performance?» C'est le cas et cette conclusion, en fait, on la retrouve dans toutes nos campagnes contextuelles que l'on mène depuis 1 an et demi en France. C'est que le reach du contextuel est systématiquement supérieur au reach du cookie. Donc à partir du moment où on s'affranchit, de l'identifiant, du fait de devoir retrouver un identifiant, donc qui vient de chez nous ou de l'éditeur chez, de l'annonceur chez les éditeurs, et on est limité à ce pool d'identifiants, en fait, on a accès
à la totalité des inventaires sur le marché. Donc le contextuel donne cette capacité-là à aller toucher n'importe quel inventaire publicitaire sur le marché et donc de pouvoir toucher tous les consommateurs qui s'y trouvent. La deuxième conclusion est assez intéressante aussi en termes d'engagement. Donc, on a vu qu'effectivement, le fait de contextualiser la publicité par rapport au contenu de la page a aussi un effet bénéfique sur le taux d'engagement qui ici était mesuré par un taux de clic. Et donc, il est légèrement supérieur à celui qu'on va avoir en cookie. Et le troisième enseignement était en termes d'exposition et donc en fait en termes de nombre de répétitions naturelles que va avoir le contextuel par rapport au cookie. Et ce que l'on constate, c'est qu'en général, sur quasiment toutes nos campagnes, le contextuel a naturellement un taux de répétition beaucoup plus faible que celui du cookie, parce qu'effectivement, on revient très rarement sur la même page et la volumétrie de la base de données Weborama fait que on retrouve ces personnes-là, on retrouve beaucoup plus de volume de personnes. Et si on regarde le KPI principal effectivement de Cofidis, qui était le coût par lead, donc le CPL, nous avons obtenu des résultats sensiblement très proches entre le cookie et le contextuel. Donc sur cette première campagne-là, effectivement, qui a duré que 6 semaines, et donc la campagne contextuelle a été, en fait, cette campagne d'A/B test a duré pendant 6 semaines, mais la campagne cookie a été le prolongement, bien sûr, du fil rouge qui était optimisé depuis plus de 4 ans. Donc effectivement, les résultats sont extrêmement intéressants. À tel point qu'en fait, nous avons continué les ciblages contextuels en les étendant au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, le coût d'acquisition, le coût CPL de la partie contextuelle est largement en dessous de celui des cookies. Et donc 80% du budget acquisition de Cofidis, qui est géré par Weborama aujourd'hui, passe en contextuel. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions avant que je passe au second cas. Il y a une question qui concerne en fait la brand safety sur le contextuel. Est-ce que tu peux nous dire comment on gère cet enjeu? Alors, je vais juste ouvrir le panneau pour voir la... Ah non, je ne vois pas la question, mais Non, la question est comment protéger sa marque et comment activer, être sûr qu'on active bien en ayant de la brand safety assurée. Alors effectivement, il y a plusieurs manières de gérer la partie brand safety. Donc il y a effectivement, des segments déjà tout prêts qui existent en brand safety, chez nous en tout cas, qui sont les segments déterminés que vous avez par l'IAB. Donc notamment les 11 segments qui vont toucher l'adulte, l'illégal, la diffamation, les armes et cetera. Donc ça, c'est la première version. La première possibilité, donc par défaut, sur toutes nos campagnes, on active effectivement ces segments-là pour protéger les marques. Et la deuxième possibilité, c'est effectivement aussi de travailler avec cette vision de brand suitability, puisque l'avantage de Golden Fish dessus, c'est qu'en fait, le moteur de recommandation, il est également disponible pour la partie brand suitability. Donc, disons que je suis Bouygues Télécom, je ne voudrais pas communiquer sur des sujets qui associent 5G et maladie. Et en fait, au moment où je vais demander à l'outil d'exclure ces contextes-là, je vais aussi lui demander de me suggérer tous les contextes qui sensiblement sont effectivement qui reprennent le même sujet et donc qui sont sémantiquement très proches. Et donc je vais avoir la capacité en fait d'exclure un maximum de contextes. L'avantage de Golden Fish, c'est qu'en fait l'outil met à jour en fait toutes les nouvelles pages sont mises à jour toutes les 2 heures. Ce qui fait qu'en fait, systématiquement, les segments sont mis à jour avec des pages qui sont propres, en fait. Il y a bien sûr une vérification par défaut, au début de tout ce qui est contexte et on exclut par défaut les pages qui peuvent avoir, des contextes négatifs. Donc ça, c'est vraiment ce que l'outil offre, donc quand on parle du contextuel et bien sûr par la suite, il y a toujours le fait de surveiller la diffusion et de regarder si éventuellement il n'y a pas de pages qui ressortent. Il est tout à fait possible, on n'est jamais à 100% sûr. Ce qu'on essaye, nous, en ce qui nous concerne, c'est de garder les taux de brand safety, très, très bas, donc en tout cas de contenu, qui n'est pas brand safe très, très bas, bien en dessous des 1% de diffusion, et ce qui est souvent le cas sur toutes nos campagnes. Et pour cela, systématiquement, en fait, on regarde les URL sur lesquelles on est affiché et s'il y a des doutes, en fait, on blacklist aussi manuellement tout ce qui va ressortir. Est-ce que cela répondait à votre question? Alors oui, c'était dans la boîte à questions. Il y a une autre question qui concerne la durée. Quelle est la recommandation des durées
pour la durée des campagnes cookieless et contentless. Est-ce que c'est la même durée qu'on recommande que les campagnes cookies? Est-ce qu'il y a des enseignements sur ce sujet? Oui, effectivement, il y a un enseignement, très, très important, dans l'optimisation même des campagnes. Donc, vous allez voir, je vais vous présenter d'autres AB tests et dans tous ces AB tests, on a le même enseignement qui est qu'effectivement, la campagne contextuelle prend un petit peu plus de temps en termes d'optimisation initiale. Donc, là où effectivement en campagne cookie, on va prendre entre 3 et 7 jours globalement pour calibrer l'algorithme avec toutes nos optimisations au quotidien et pour qu'on puisse trouver un trend qui soit efficace. Sur le contextuel, on a bien besoin de ces 10 premiers jours, de manière quasiment incompressible, puisqu'on est sur des signaux qui sont beaucoup moins précis qu'un cookie. Un cookie, c'est un comportement utilisateur et donc effectivement, c'est très facile de savoir où il se trouve, quel emplacement, et ce qu'ils produisent comme résultat et surtout, on a tout l'engagement. Quand on travaille sur la page, effectivement, on a un peu moins de précision puisqu'on est sur, on n'a aucune connaissance de l'utilisateur. En fait, on se base sur la connaissance de la page. D'où effectivement l'importance de ces, scoring donc de scoring d'affinité dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc il y a effectivement besoin d'un peu plus de temps. Donc nous, on recommande, dans la mesure du possible de faire au minimum 4 semaines pour le premier test et idéalement entre 6 semaines et 8 semaines puisque ça laisse totalement la capacité effectivement au contextuel de montrer toute sa puissance. Ce que vous voyez ici, au bout de 6 semaines, en fait, on était à 96 € versus 94. À la 8e semaine, on était déjà en dessous. Donc en fait, le contextuel a pris un petit peu plus de temps en termes d'optimisation, en fait, un temps de trouver tous les signaux en fait autour qui permettent de savoir ce qui fonctionne le mieux. Mais par contre, une fois que la montée en puissance est faite, on voit très vite les résultats et les optimisations sont efficaces très rapidement. Il y a une dernière question qui concerne les formats. Est-ce qu'on peut communiquer en contextuel sur tous les formats et quels sont les formats qui fonctionnent le mieux en fonction des use cases que, bien sûr, on a, nous, dans notre base de données? Alors oui, on peut communiquer sur tous les formats. Nous, on utilise effectivement tous les formats, la vidéo, le native advertising, les formats display IAB, donc il n'y a pas vraiment de limitation sur ce sujet. Nous travaillons aussi sur de l'audio, sur de la vidéo, sur par exemple du ciblage contextuel vidéo. Donc il n'y a pas de limitation en termes de format. Après, l'adaptation des formats se fait par rapport à votre objectif. Donc sur tout ce qui est format branding, on va travailler principalement sur des formats qui vont être vidéo, habillage, qui sont très visibles et qui génèrent justement l'exposition nécessaire. Et sur tout ce qui est performance, on va être beaucoup plus sur du native advertising ou des formats display, puisqu'ils produisent les meilleurs résultats dans les 2 cas. Mais le ciblage contextuel est adapté effectivement à chacun de ces formats. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, tous les formats qui sont sensibles au contexte, donc typiquement, on va être sur le native advertising, sur des formats IAB qui sont intégrés, qui ne sont pas uniquement sur les côtés, mais qui sont intégrés un petit peu plus dans le contenu. Et effectivement, on voit que tous les taux d'engagement sont bien supérieurs. Ils peuvent aller jusqu'à 30 à 60% supérieurs aux cookies, puisqu'ils sont très sensibles au contexte. Sur les formats qui le sont un petit peu moins, comme par exemple sur de l'habillage, qui de toute façon prend toute la page, la différence ne va pas être aussi importante. Il y a encore une question, Maggie. Sur quelle base choisissez-vous les URL à crawler en amont pour la diffusion des publicités et à quelle fréquence? Alors en fait, Golden Fish est aussi alors c'est une solution, de ciblage contextuel, mais c'est également aussi, produit une base de données. Donc Weborama dispose d'une base de données consentless, cookieless totalement et en fait, c'est sur cette base de données que nous faisons effectivement le choix des URL. Cette base est composée de ce que je vous disais tout à l'heure, de plus de 200 millions de pages URL et donc en fait, on crawl un maximum. En fait, on ne crawl pas, on fetch plutôt, qui est une technique beaucoup plus respectueuse des éditeurs. C'est-à-dire qu'on demande l'autorisation des éditeurs, en fait, de nous autoriser à faire ce travail de catégorisation du contenu et donc en fait, quand on crée un segment, contextuel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur tout l'univers sémantique du client, donc justement ce que je vous disais pour Cofidis. Et en fait, on ne va pas choisir les URL, on va laisser les algorithmes, bien sûr, de Golden Fish nous suggérer les URL. Ce qu'on va choisir, c'est les contextes qu'on va rechercher. Donc typiquement, pour Cofidis, par exemple, on va créer un contexte qui va être pré-personnel, dans lequel on va mettre les contextes autour du prêt-travaux, du prêt électroménager, prêt auto, etc., tous ces besoins-là. Et en fait, les URL qui vont ressortir
de Golden Fish, dans le segment qui va s'appeler pré-personnel, vont être les URL avec les plus pertinents pour ce type de contexte. Ça veut dire que le contexte de la page va parler du pré-personnel. Alors avec ces notes d'affinité de 1, 2, 3, 4 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et après c'est à nous de choisir si on choisit une plus grande affinité ou une plus faible, ou si on fait une combinaison, puisque c'est aussi ce qu'on fait, on combine plusieurs notes d'affinité. Mais effectivement, le résultat final que Golden Fish va sortir, c'est les URL dans lesquelles la thématique pré-personnelle, avec toutes ces variantes qu'on a inclus, va être abordée. C'est au sein du contenu. Alors, je vous parlais tout à l'heure du fait qu'effectivement, on fait du nettoyage du contenu, c'est-à-dire qu'on supprime le bruit, l'URL, les métadonnées, tout ce qui n'est pas du vrai contenu, les publicités, les liens entrants et sortants, les vidéos, les images, et on garde le texte brut. Et c'est ça qu'en fait, Golden Fish analyse grâce aux algorithmes. Et c'est de là vient cette précision là. Donc, quand on demande un contexte à Golden Fish, en fait, il va ressortir typiquement les pages les plus représentatives pour cette thématique-là. Merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions pour le moment, donc on peut passer au deuxième cas. Donc, le deuxième cas dans lequel on va vous parler, c'est plus un annonceur qui va se trouver dans le secteur des commodités. Comme on le sait, Essity est un leader dans le domaine des produits d'hygiène. Et nous avons travaillé plus particulièrement ici sur le papier toilette Lotus, sur lequel il y a une très grande concurrence sur le marché. Et donc, également aussi, dans un A/B test entre cookies et cookieless, exactement, dans des proportions identiques et avec des programmations identiques. Mais ici, on était dans une optique de campagne branding, 100% branding. Et effectivement, l'objectif était de voir tout d'abord, est-ce qu'on est capable de gérer des campagnes de pure branding avec du cookieless, et est-ce qu'on est capable d'obtenir des résultats qui vont s'approcher et qui vont être meilleurs que le cookie. Donc ici, nous avons eu de la part du client en fait 5 personas qui avaient été identifiés en amont avec une étude Insight. Mais en fait, c'est sur la base de ces personas-là que nous avons créé les segments Golden Fish. Donc, il y avait des personas qui étaient très évidentes, comme par exemple, j'achète du papier toilette ou ou effectivement j'achète les produits des concurrents. Donc ça reste assez évident, mais on avait des personas qui étaient un petit peu moins évidentes, comme par exemple, j'apprends l'hygiène à mes enfants, ou je suis en recherche de plus d'hygiène, ou je suis en recherche de solutions pour une peau fragile, peau sensible. Et sur ces personas-là, nous avons travaillé justement avec beaucoup plus de granularité en fait dans les segments, et nous sommes allés chercher en fait en profondeur quels sont les besoins des consommateurs qui effectivement ont besoin d'une réponse. Pour quel besoin intervient Lotus? Et ici, c'était effectivement le papier toilette humide qui a des propriétés différentes que le papier toilette sec. Et effectivement, nous avons créé des segments qui souvent étaient plusieurs combinaisons en fait de différentes thématiques. Là, je vous ai donné un exemple avec la peau sensible. Ce que vous voyez sur l'écran, effectivement, c'est 2 blocs, c'est-à-dire que nous avons demandé à Golden Fish, d'un côté de chercher tous les contextes qui parlent de peau, et de combiner en fait ces contextes-là pour obtenir une précision très importante, de combiner ces 2 choses-là, de combiner tous les contextes peau avec tout ce qui peut présenter un problème pour la peau. Une irritation, une démangeaison, de l'eczéma, des problèmes dermatologiques, des problèmes d'hydratation, et cetera. Une hypersensibilité, et en fait, ce que Golden Fish va faire, c'est qu'il va combiner ces 2 contextes-là. Il va aller rechercher le contexte global, les problèmes de la peau. Et donc effectivement, on a travaillé également aussi sur des segments qui vont aller travailler sur la petite enfance, notamment des segments sur lesquels nous avons recherché, par exemple, comment on apprend aux enfants l'hygiène, mais également aussi tout ce qui est lié à la petite enfance, parce que l'hygiène, finalement, fait partie d'une éducation globale des enfants. Ça vient avec l'apprentissage du langage, ça vient avec l'apprentissage du petit pot, ça vient avec l'apprentissage de beaucoup de choses. Et donc, nous avons divisé ainsi, nous avons aussi créé un segment senior, en fait, qui englobait toutes les personnes qui prennent soin des seniors et qui ont des problématiques aussi sur ces sujets. Les résultats que nous avons obtenus sont très intéressants. Alors, d'abord en termes de résultats KPI, mais également aussi en termes d'enseignement. Le premier des enseignements a été que quand on se concentre sur les besoins des consommateurs et non pas sur sa propre marque ou ses concurrents, les résultats sont bien meilleurs. C'est-à-dire que les résultats que nous avons obtenus sur les segments qui s'adressaient aux
aux besoins des consommateurs ont eu des performances qui étaient parfois jusqu'à 2 fois supérieures à celles qui étaient liées à la marque. Le reach a également été beaucoup plus important et au global, effectivement, ce qu'on a constaté également aussi sur cette campagne, c'est que le reach du contextuel a été 2 fois et demi supérieur au reach du cookie. Le KPI principal de cette campagne-là, qui était une campagne vidéo, était bien sûr le taux de complétion et le taux de visibilité. Sur le taux de complétion, on a les deux typologies de segments qui ont obtenu des résultats vraiment très proches. On est quasiment identiques sur ce KPI-là. C'est sur la visibilité, par contre, on voit une différence en faveur du contextuel qui a une visibilité un peu supérieure de par le fait de la contextualisation, bien sûr, et c'est là où on voit l'effet de la publicité liée au contexte dans lequel on se trouve. En termes d'engagement, et donc le CPC, en fait, c'était le KPI qui a été choisi pour cette campagne-là pour mesurer l'engagement au-delà du taux de complétion. Comme vous pouvez le voir, est bien meilleur sur le contextuel que sur le cookie. Et on retrouve exactement aussi l'enseignement effectivement sur le taux de répétition qui est bien moindre en cookie-less qu'en cookie. Et donc, nous avons prévu de continuer d'autres tests pour pouvoir effectivement étayer les résultats de cette campagne. Alors, nous avons le témoignage d'Olivier de Montferrand, qui est le client, qui a travaillé avec son agence, Zénith en l'occurrence. Et ce que Olivier nous dit, c'est qu'il voulait faire un test et voir s'il arrivait, à obtenir des insights. C'est pour ça que Maggie vous a parlé notamment des personas. Le sujet est vraiment important parce qu'il s'agit plus simplement de lancer une campagne et de voir l'optimiser. Il faut vraiment en amont travailler soit avec des data stratégistes, soit avec des équipes pointues sur le sujet et aller plus loin que simplement un segment je deviens parent ou être parent ou autre dont Maggie a parlé. Ce qu'Olivier nous dit également, c'est que le reach des segments sémantiques est 2,5 fois plus élevé que leur équivalent cookie. Ce qui est important dans ce test, c'est qu'on peut utiliser sur notre outil exactement les mêmes segments à activer dans un environnement contextuel ou dans un environnement où on utilise du cookie. Il est aussi important de préciser que pour le moment, et ça c'est vraiment très très important, on vous engage vivement à tester, puisque tant qu'on a du cookie, on peut mesurer. Quand on n'aura plus le cookie, on ne pourra plus mesurer. C'est pour ça qu'il nous dit que lui, il veut absolument mesurer tout au long de l'année 2022 en continuant ses campagnes pour vérifier ses hypothèses et bien sûr, construire des nouvelles perspectives dans ce monde changeant. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait de questions spécifiques sur le sujet. On peut passer à l'autre cas, Sanofi. Alors, un dernier cas côté annonceur, avant de passer au côté éditeur aussi qu'on aimerait vous présenter, c'est le cas de Sanofi. Alors ici, on est sur plusieurs problématiques intéressantes. Tout d'abord, sur des produits sensibles sur lesquels la publicité, effectivement, est plutôt réglementée. Donc, quand on parle en termes de médicaments, c'était une campagne qui était liée à Doliprane, en l'occurrence. Également aussi le fait que nous avons travaillé sur des insights créés par Ipsos, donc des insights offline que nous avons digitalisés chez Weborama en cookie et en contextuel, donc et en cookie-less, de manière à pouvoir répondre à 2 problématiques de l'annonceur qui étaient du branding et de l'acquisition. Donc il y avait 2 volets à la même campagne qui étaient branding et acquisition sur du digital, sur du programmatique bien sûr et sur des réseaux sociaux notamment Facebook. Et donc cette campagne-là, elle a plusieurs enseignements également très intéressants en termes de résultats. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu Margarita. Ou c'est moi qui suis à l'étranger qui ai perdu la connexion? Non, c'est moi qui ai perdu la connexion. Ok, à tout de suite. Je suis là, excusez-moi de l'interruption. L'outil m'a demandé de sortir. Alors effectivement, j'espère, c'est l'outil du webinaire. oui, bah, il m'a juste demandé de patienter, donc j'ai patienté.
Excusez-moi de cette interruption. Alors du coup, je vous disais qu'en fait, sur cette campagne-là, on a plusieurs enseignements très intéressants, puisque c'est assez complexe en général de faire du branding et de la performance en même temps, sans pour autant, en fait, entrer hem, dans des stratégies très de concurrence en fait et donc cette campagne a été un très, très bon exemple de la manière d'allier les 2 objectifs via 2 volets séparés de la campagne, donc pas dans la même campagne, mais comme si on gérait 2 campagnes séparées et chacune de ces campagnes en fait avait 2 volets, donc cookies et contextuels. Les résultats qu'on obtient, alors le volet branding a été mesuré plutôt par des KPI d'engagement, en l'occurrence, parce que c'était des formats, habillage et native advertising. Et donc, on avait effectivement des CTR donc des coûts par clic qui sont largement plus intéressants en contextuel qu'en cookie, comme vous pouvez le voir. Également, la partie, purement, purement performance a été extrêmement intéressante puisque nous avons des coûts d'acquisition qui sont équivalents entre les 2 typologies de campagnes. Alors bien sûr, ici le travail a été, assez complexe en termes de création de segments puisque, les insights que nous avons obtenus d'Ipsos, il a fallu les traduire déjà en digital, mais aussi, donc en cookie, éviter, toutes les problématiques, liées aux médicaments et donc être sûr qu'on peut diffuser sur des environnements sur lesquels nous sommes autorisés et de la même manière en contextuel, nous avons dû chercher l'équivalence en quelque sorte pour pouvoir produire des résultats qui sont analysables de la même manière. Et effectivement, ces données-là ont également été utilisées par l'annonceur lui-même dans Facebook pour, voir la capacité de la data Weborama à générer des résultats. Ils ont également aussi, je malheureusement, je ne peux pas communiquer, exactement les chiffres, mais ces résultats ont été, extrêmement intéressants, notamment sur, les insights contextuels qui ont été reproduits, via la data Facebook et donc la campagne au global a été un test très positif et donc les tests continuent, bien sûr, par la suite. Heu, donc voilà sur le côté annonceur, en fait, on voulait vous présenter plusieurs cas différents avec plusieurs problématiques. Bien sûr, le contextuel est adapté à toutes les industries et à tous les cas d'usage puisque nous avons eu l'occasion de le tester. Le dernier en date est le tourisme. Nous avons démarré les campagnes, en avril-mai cette année pour les raisons de crise qu'on connaît et on constate actuellement que les résultats sont également excellents dans ce domaine-là du tourisme, du voyage, en général dans ce secteur-là. Alors, ça fait une bonne transition avec la question qui vient sur combien de pays on peut tester l'outil. Alors l'outil est disponible aujourd'hui dans 8 pays, donc en 8 langues, globalement, ce qui nous donne plus de pays. Donc on réfléchit plutôt en termes de langue plus qu'en termes de pays parce qu'effectivement, il y a des langues qui sont parlées dans plusieurs pays. Donc vous allez retrouver effectivement, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le portugais, le néerlandais, le russe et j'espère que je n'en oublie pas. Hem, donc voilà, on peut effectivement faire les segments dans chacune de ces langues. Alors, on continue avec le cas éditeur. Éditeur. Alors, je vous ai parlé jusqu'à présent de la partie plutôt activation, donc création de segments par Golden Fish et effectivement, activation de campagne. Golden Fish est aussi un outil adapté aux éditeurs, donc pour leur permettre justement de créer de la valeur ajoutée. Que ce soit dans un contexte, que ce soit pour, justement valoriser leurs inventaires consentless. Alors aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que la part des inventaires consentless chez les éditeurs ne fait qu'accroître depuis mars, depuis la dernière, recommandation de la CNIL. Donc comme on peut voir entre mars et avril, c'est plutôt stable et à partir d'avril, on prend systématiquement entre 1 et 2 de baisse du taux de consentement, tous les mois en France et la tendance ne s'arrête pas, elle continue, effectivement, ce qu'on a pu voir en septembre et octobre. Donc ce qui, pour les éditeurs, en fait, crée des inventaires qui aujourd'hui peuvent aller en fonction des éditeurs et de leur, bien sûr, particularités entre 20 et 40 de la globalité de leurs inventaires. Donc ce qui, effectivement, crée un problème puisqu'ils ne sont pas valorisés de la même manière que les inventaires cookies sur lesquels on a effectivement, des données first party qui donnent des informations aux acheteurs. Donc d'un côté, effectivement, Golden Fish peut aider les éditeurs, en fait, à revaloriser ce type d'inventaire, justement les consentless, en créant de la data contextuelle sur la base
de ces inventaires et justement créant plus de valeur. Mais ça s'adresse effectivement à 100% de leurs inventaires. C'est le deuxième cas d'usage. Le Golden Fish n'est pas limité au cas consentless. Jusqu'ici, il apporte une valeur encore plus importante, mais la totalité des inventaires d'un éditeur peuvent être analysés avec Golden Fish et des segments créés sur la base de ces inventaires-là et non plus sur la base de données Weborama. Et donc, le cas que j'aimerais vous présenter, c'est justement le cas d'un éditeur. C'est une régie plutôt, donc qui représente plus d'une cinquantaine de titres. Et cette régie-là, vous avez justement cette problématique-là d'analyser la totalité de ses contenus. Donc c'est une régie qui a déjà de la first party data, mais qui a besoin de continuer à créer de la valeur d'une manière différente. Et donc on a identifié la totalité des contenus de leur site, on les a analysés et on les a classifiés, et on a mis à disposition l'outil Golden Fish à cette régie, qui de son côté a travaillé sur effectivement plusieurs typologies de segments. Et donc ils ont essayé en fait de se focaliser sur tout ce qui sortait de l'ordinaire en fait globalement. Donc on a travaillé bien sûr sur tout ce qui est générique. Donc on a analysé toutes leurs pages cross-site et par site. Donc en fait, il y a des segments qui sont par site et d'autres qui sont cross-site. Sur tout ce qui est thématique générique, donc toutes les grandes thématiques, de manière à leur permettre effectivement de créer des deals médias plus data. Mais également aussi à partir de là, en fait, ils en ont profité pour détecter les tendances grâce à Golden Fish, les tendances qui se retrouvaient dans leurs articles et créer effectivement des segments custom à forte valeur ajoutée. Donc typiquement, ils ont détecté les tendances qui étaient autour des mobilités, des nouvelles mobilités, autour de la consommation responsable, du bien-être, du soin de soi, de l'emploi, beaucoup, des projets, de l'entrepreneuriat. Donc en fait, ils ont créé à partir de Golden Fish plus de 500 segments qui étaient basés sur des tendances qu'ils ont détectées au sein de leur titre. Et Alors, on peut. ah pardon, je t'en prie, vas-y, Maggie. Je t'en prie. J'allais dire qu'on peut effectivement. Du coup, j'ai oublié ma phrase, mais en fait, en tout cas, c'est quelque chose qui permet aux éditeurs dès aujourd'hui de créer de la valeur ajoutée grâce à tous les contenus qu'ils ont sur leur site. Alors, on a le témoignage de Luc Vignon, qui est directeur général adjoint de 366. Il est directeur général adjoint en charge de la transformation digitale, qui va nous expliquer, lui, d'un point de vue justement éditorial, comment il peut et il utilise Golden Fish aujourd'hui. Donc, je laisse la vidéo se caler. L'enjeu, c'est de donner un peu de granularité. L'enjeu, c'est de donner un peu de granularité. S'il y en a autant, ils ne traitent pas tous de la même façon, du même sujet. Les nouvelles mobilités, ça va aussi bien des mobilités personnelles, individuelles, les trottinettes, les vélos, la marche à pied. Les gens remarchent beaucoup plus dans les centres-villes et dans les centres urbains, bien sûr, jusqu'à des problématiques d'infrastructure. Les communautés de communes, enfin les collectivités locales déploient des infrastructures pour brancher les voitures électriques. Ah oui, il faut des prises, donc il faut bien sûr une organisation de la vie et de la collectivité différente. Ce sont des angles tout à fait différents, l'un sur les collectivités locales, l'autre sur les mobilités individuelles. Il peut y avoir les mobilités collectives, le covoiturage est un vrai sujet. On crée sur les aires d'autoroute des zones pour pouvoir stationner sa voiture, se donner rendez-vous et repartir plus loin. Tout ça n'est pas le même contexte éditorial, donc ça permet d'adapter, de revaloriser les contenus éditoriaux et d'y associer une publicité mieux acceptée en plus et plus cohérente avec le contenu. Donc c'est un enjeu fort. Ouais. Alors, vous allez retrouver l'intégralité de cette vidéo que nous avons enregistrée avec Luc lors du passage de l'émission Bismart avec Thomas Huck que vous avez aperçu. On ne manquera pas de vous alerter ou suivez-nous sur LinkedIn. Dernier cas d'usage, Maggie. Donc, le dernier cas d'usage, du coup, c'est l'achat de data. Donc, effectivement, là, on vous a parlé de cas d'activation dans lesquels Weborama active les campagnes pour le compte de nos annonceurs et de nos clients avec qui on travaille en collaboration. Mais également aussi, cette data-là, elle est disponible effectivement à l'achat.
Donc on peut, les annonceurs qui souhaitent faire leurs expériences, de leur côté ou via leur agence, effectivement, ont la possibilité d'accéder à des données, de data Golden Fish que nous avons, globalement divisées en 2 catégories. Donc la première, c'est ces segments, génériques ou standards dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc effectivement, qui sont basés sur les taxonomies de l'IAB. Vous savez, l'IAB a publié a une classification en fait, contextuelle et donc c'est, sur toutes les grandes catégories, on retrouve toutes les grandes catégories effectivement de segments de type automobile, immobilier, télécom, et cetera. Et effectivement, une deuxième capacité qui est effectivement sur mesure de créer des segments selon la demande, selon les besoins de chacun d'entre vous, des différents annonceurs, sur un simple brief et donc ces segments-là sont effectivement envoyés dans les outils de l'agence ou de l'annonceur et sont disponibles pour toutes les typologies de formats. Donc c'est un deal que l'on transfère et en fonction du brief, en fait, nous, on adapte la création du segment de la meilleure des manières. Donc on ne créera pas le même segment. Par exemple, je reviens sur l'énergie durable puisqu'on en a parlé au début. Si j'ai besoin de créer un segment énergie durable pour du branding et un segment énergie durable pour de la performance, il ne sera pas créé de la même manière dans Golden Fish, de manière à pouvoir répondre aussi à la problématique de l'annonceur derrière. Est-ce que tu peux nous dire combien de segments disponibles? Alors, des segments génériques, donc sur l'étagère, il y a plus de 300 qui sont disponibles aujourd'hui. Des segments qu'on a nous appelés événementiels qui se calent un petit peu sur tous les gros événements de l'année et également aussi sur des thématiques qui sont les plus recherchées comme par exemple bio, mobilité, bien-être, etc. Il y en a en plus une centaine. Et après, on peut de manière totalement illimitée créer tous les segments dont vous avez besoin. Quand tu dis en self-service, où est-ce qu'on les retrouve, ces segments, concrètement? Alors, ces segments, on les retrouve dans le DSP, donc la plateforme d'achat que vous utilisez ou que votre agence utilise ou votre partenaire utilise. Donc, typiquement, ce sera DV360, Xandr, The Trade Desk ou toute autre solution, toutes les grosses plateformes qui sont utilisées sur le marché. Parfait, merci beaucoup. Je vais conclure ce webinaire si vous n'avez pas d'autres questions. Donc, les Golden Fish, vous l'avez compris, c'est une technologie que l'on a développée il y a plus de 10 ans. C'est une expertise très approfondie qui utilise l'intelligence artificielle sémantique, qui utilise donc ce qu'on appelle la lemmatisation, donc pour créer des dictionnaires très approfondis. Et on est passé assez vite dessus, on sera ravis de vous faire des démos en détail. Vraiment, la particularité, c'est que nous disposons d'un moteur de recommandation sémantique et en même temps, on est transparent sur le nombre d'URL, donc le reach, qui est très utile quand vous faites votre média planning, le nombre d'URL détaillés et on peut aussi avoir le top 100 des URL. L'outil est très facile à utiliser. En 2-3 clics, on peut créer déjà une cinquantaine, une soixantaine de segments quand on sait clairement quelle est la stratégie qu'on veut développer. Donc voilà, les 6 points importants: ciblage contextuel sémantique, 100% cookieless, ID-less, consentless, des segments génériques et custom que vous pouvez avoir en manage ou en self, les cas d'usage qu'on vient de voir aujourd'hui qui sont vraiment la preuve qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais il faut se préparer pour avoir les bons KPI pour le futur et donc commencer les tests, des très bons résultats. Et puis, on en a rapidement parlé. Merci pour vos questions. Brand safety, brand suitability, par défaut, c'est natif dans la techno. Voilà, on vous remercie très, très, très chaleureusement de votre participation, pour vos questions. Ceux qui nous reverront en replay, on vous embrasse et on vous remercie de votre fidélité. Et on vous retrouvera très bientôt pour un prochain Morning Data. Très bonne journée. Merci beaucoup de votre présence. Bonne journée à toutes et à tous.